Pierre Gattaz, bonjour. Bonjour. Les Français vous connaissent, ils se souviennent de la manière dynamique avec laquelle vous avez présidé le MEDEF, le mouvement des entreprises de France, et puis votre entreprise Radial. Vous avez toujours votre connecteur avec vous dans la poche, je le sais. Toujours. Donc voilà, ça, le petit objet que fabrique votre entreprise, c'est votre porte-bonheur, vous le dites dans le livre. Et voilà. Alors vous avez un autre objet aujourd'hui, c'est ce livre. Ce livre, Enthousiasmez-vous, aux éditions du Rocher, qui est une sorte d'appel à créer des entreprises, à vivre bien l'entreprise, puis à être optimiste, et ça fait du bien en ce moment. On va commencer quand même par l'actualité géopolitique. Comment analysez-vous les conséquences économiques que nous pouvons redouter du conflit au Proche-Orient? Vous voyez une flambée des prix du pétrole, une inflation générale, une crise comme on a eu les chocs pétroliers après la guerre du Kippour? J'espère pas. En effet, vous savez, le business, c'est la confiance. Et quand la confiance se ruine, soit parce qu'il y a des politiques économiques en France, notamment pendant des années, soit parce que la géopolitique est nerveuse, comme c'est le cas aujourd'hui, mais il faut être prudent. Donc je pense qu'en fait, les chefs d'entreprise restent optimistes parce que c'est l'ADN de tous chefs d'entreprise. On reste optimiste, on reste enthousiaste dans tous les cas de figure. Mais ceci étant dit, on peut être plus ou moins en confiance, et je vois des chefs d'entreprise qui font attention, qui surveillent leurs investissements, leurs embauches aujourd'hui. Mais bon, écoutez, il faut rester optimiste. Il y a eu des conflits dans le monde entier depuis des décennies. Il faut espérer que ça ne s'enflamme pas, surtout. Depuis toujours, on entend à gauche, mais la guerre, c'est bon pour le capitalisme. Les chefs d'entreprise, ils veulent la guerre, ça fait vendre. Comment combattre ça? Non, ça c'est n'importe quoi. Non, je crois que si vous voulez, c'est la confiance derrière. Donc en fait, il vaut mieux en effet que le business marche bien dans des pays qui vont bien, qui se parlent, qui communiquent, qui exportent entre eux. Et c'est pour ça qu'en effet, notamment avec des grands pays comme la Chine ou avec des grands continents, le commerce est fondamental. Le commerce, le transfert des technologies sur des règles claires. Par contre, il faut que ça soit transparent et clair, que les règles du business soient appliquées partout. Et je crois que c'est essentiel. Vous savez, j'ai fait de nombreux voyages au Proche-Orient et en Afrique avec le MEDEF. Quand j'étais président du MEDEF, j'emmenais des TPE, des PME, des compagnons du devoir, des écoles, des grands groupes avec moi. On était accueillis comme des rois. Et pourquoi? Parce que les gens me disaient, les dignitaires de ces pays-là me disaient, vous savez, l'emploi, c'est la sécurité. Par l'économie, on pourrait faire la paix entre Israël et la Palestine, on pourrait faire vivre deux États. Je crois que c'est fondamental. L'économie, c'est le point de base de tout. Moi, je connais pas aucun pays qui se soit développé, qui ait développé ses compatriotes, son bien-être général ou l'environnement sans économie. L'économie n'est ni à droite ni à gauche. L'entreprise n'est ni à gauche ni à droite. Et donc, c'est fondamental que les pays les plus pauvres en voie de développement continuent de créer du commerce. Ça commence par le commerce, et puis ensuite de créer des entreprises, des artisans qui deviennent et de produire, et ensuite l'éducation qui doit être derrière tout ça, parce que il est clair que tout ça nécessite une formation en alternance, des apprentis, etc. Et la France, l'Europe, a un rôle très important à jouer pour, je dirais, aider ces pays qui sont en survie ou qui vont pas bien. Et puis je dis dans mon livre aussi, il faut 3 choses pour que des gens soient heureux. Il faut de la fierté de son patrimoine culturel, scientifique, historique, géographique. Il faut de l'enthousiasme quand même, que les gens soient heureux sur l'instant T, et surtout de l'espoir que ça aille mieux dans le futur. Et c'est ça que la guerre ruine souvent. La guerre ruine ça, et ce que je peux voir, c'est des pays, les gens qui n'ont plus d'espoir, parce que ils sont à Maubeuge éventuellement depuis 10 ans au chômage, ils deviennent gilets jaunes parce qu'ils n'ont pas d'espoir que ça s'améliore. Et bien pour les peuples, je pense qu'il faut leur redonner de l'espoir. Et l'économie, l'entreprise, le travail est fondamental pour l'espoir. En Israël, vous avez rencontré une terre d'entreprise. C'est le paradis des startups. Israël est de la technologie, de l'innovation. Bien sûr. J'étais avec Muriel Touati, d'ailleurs, qui est une femme incroyable qui m'a présenté le Technion notamment, et j'ai vu des startups, j'ai vu de l'innovation. C'est incroyable ce qui se passe en effet, et il faudrait que tous les pays en effet qui puissent avoir ce dynamisme pour créer des startups. Un petit territoire, pas de pétrole, mais oui. Alors après, pour faire de l'eau, pour créer de l'eau, pour distiller l'eau de mer, il y a plein de choses. Et en plus, l'environnement est propice. Je dirais les problèmes de défis climatiques que nous avons permettent là encore d'avoir des startups, de l'innovation et de développer des entreprises. Donc tout ça est très vertueux pour le futur, sur le plan économique, bien sûr. Un dernier mot sur cette actualité. On parle beaucoup d'importation du conflit. À la tête du MEDEF, vous avez été alerté par des entreprises sur le problème de la radicalisation dans l'entreprise, du fait religieux dans l'entreprise. Alors, on en a eu à une époque, mais curieusement, si vous voulez, en fait, l'entreprise est une communauté de paix aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de gens de la diversité dans mon entreprise. Ils sont dans les valeurs de l'entreprise. On leur donne un cap, la raison d'être de l'entreprise. On leur donne des valeurs, l'ADN de l'entreprise.
entreprise, et ça c'est fondamental. Ils ne veulent pas être dans une minorité identitaire dans l'entreprise. En général, ça se passe extrêmement bien, parce que justement, on leur donne, et je crois que l'entreprise et le travail, de nouveau, est sans doute la meilleure façon d'intégrer des gens, des minorités. On le voit en Allemagne, alors peut-être que ça s'est compliqué depuis, mais en 95, ils ont intégré 1 million de personnes qui étaient devenues de l'immigration parce qu'ils avaient besoin de travailleurs. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous aviez subi des pressions pour boycotter Israël? Beaucoup d'entreprises subissent des pressions. Si vous faites du commerce avec Israël, on ne travaille plus avec vous. Aucune. Non. J'ai pas de pression d'une façon générale. Pourtant, je travaille sur des composants électroniques délicats, etc., qui vont dans l'aéronautique, qui vont dans la défense, etc. Non, j'ai pas de pression. Enfin, après, il y a des respects. Lorsque vous travaillez aux États-Unis sur des marchés de la défense, là, vous avez d'autres pays qui sont blacklistés par les États-Unis. Et là, en effet, il n'est pas question que vous puissiez vendre des composants particuliers à des pays considérés sur des listes noires. Mais c'est pas du tout le cas d'Israël. La géopolitique s'en mêle. Vous parlez des entreprises françaises qui ont choisi soit de quitter la Russie après le début de la guerre, soit d'y rester. Et vous ne voulez pas trancher entre les deux. Vous dites chaque entreprise a fait son propre jugement. Pourquoi ? Oui, parce que si vous voulez, moi je suis toujours très rébarbatif sur les grandes lois qui arrivent du haut de l'État, comme les 35 heures. On applique ça à tout le monde. Non, chaque entreprise est une communauté humaine. Elle a sa responsabilité, son ADN, son business plan. Et à elle de prendre sa responsabilité, de quitter ou pas un pays. C'est pas à l'État de dire tu vas pas, etc. C'est pas une valeur morale, quoi. C'est vraiment le pragmatisme. Non, je crois qu'en effet, il y a des gens c'est des configurations particulières. Vous avez des gens qui peuvent être très exposés en Russie et qui font que quitter la Russie c'est compliqué, c'est parce que ça peut les mettre en grand danger. Ouais. Donc on peut pas avoir. Alors après vous avez l'éthique, vous avez la morale qui intervient, mais avoir de nouveau, je dirais, des contraintes venant du haut pour s'appliquer à tout le monde, ça me gêne profondément. Vous voyez, on l'a fait avec les 35 heures. Et pourtant j'approuve le fait qu'il y ait des gens, des patrons, qui parle des 32 heures, qui parle des 4 jours, la semaine des 4 jours. Je dis bravo. Mais par le bas. Mais oui, par le terrain. Vous savez, c'est très. Il faut que le terrain se réexprime. Le succès de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Autriche, c'est très peu de territoire, très peu de niveaux d'administration. Ils en ont 3 ou 4 seulement. Nous, on en a 7. Et deuxièmement, ça se passe dans les terrains, dans les cantons, dans les länders. C'est là où se passe la responsabilité. Donc moi, je pense qu'il faut que la France arrive à se mettre au diapason en disant donner plus de responsabilité, de pouvoir au terrain, au local. Exactement. On a beaucoup désindustrialisé dans notre pays, on en a même fait une théorie, vous en parlez, le fabless, moins d'usines. On en est revenu. Est-ce qu'on a gagné cette bataille de la réindustrialisation ? Non, ça va prendre une génération au minimum. À mon avis, ça va prendre entre 10 et 20 ans. Mais ce que je vois, c'est les bons signaux. Je dis dans mon livre, depuis 10 ans, la France a fait des réformes courageuses, y compris par le gouvernement Valls, qui a fait la simplification du code du travail sur El Khomri, par la loi El Khomri, la fiscalité qui s'est améliorée. Emmanuel Macron a continué dans ce sens-là. Et j'ai vu le moral des patrons français, des investisseurs, s'améliorer terriblement et les investisseurs revenir en France. Donc là, on n'a pas fait toutes les réformes, on n'a pas fini. Il faut continuer. Il faut continuer d'avoir une politique de l'offre et de faire très attention de ne pas réaugmenter les impôts, bien évidemment. Et moi, je crois que c'est ça qui va se passer, c'est qu'on peut aller vers le plein emploi et on peut continuer de réindustrialiser le pays si on n'augmente pas la fiscalité française. L'ennemi numéro 1, c'est la fiscalité, mais l'ennemi numéro 2, c'est la norme. 73 codes, dites-vous, en France, page 144, 73 codes, 120 000 articles de plus en 20 ans. Oui. On est dans la folie de la norme et ça étouffe l'entreprise. Et je dis toujours, vous savez, le véritable génie, et nos grandes écoles devraient avoir ça en tête, le véritable génie, c'est de simplifier la complexité. C'est pas de la gérer, c'est de la simplifier. Steve Jobs a inventé le smartphone. Steve Jobs, le patron d'Apple, a inventé le smartphone. Monument de complexité cachée. Un gamin de 5 ans peut utiliser le smartphone. C'est ça qu'on veut. On voudrait une administration qui simplifie la vie. Et grâce à l'IA, grâce au digital, et grâce à tous les cerveaux que nous avons, sortant des meilleures écoles, moi je pense qu'il faut simplifier l'environnement normatif, législatif, réglementaire français. On nous dit à chaque fois, à chaque quinquennat, à chaque campagne présidentielle. C'est du courage. Il faut que le prochain président de la République soit courageux, churchillien, herculéen. Ça s'est fait dans d'autres pays. Ils l'ont fait au Canada, ils l'ont fait en Angleterre. Regardons ce qui s'est passé dans d'autres pays qui ont simplifié les normes et qui ont baissé les dépenses publiques. C'est possible. Alors en effet, il faut quelqu'un de courageux qui explique peut-être son programme. Et j'ai pas mal d'idées sur le sujet. Les Anglais ont inventé le one in, two out. Lorsque ils créent une loi, ils doivent en supprimer 2. Les Canadiens ont inventé des lois à durée déterminée.
ce sont des lois qui tombent. Qui s'éteignent. Et si elles sont bonnes, vous les réanimez. Les Allemands ont inventé des comités ante et post. Alors, ante, c'est pour évaluer la loi avec des chefs d'entreprise. Est-ce que la loi est bonne ou pas? Et ensuite, ils la mesurent après, 1 ou 2 ans après, sur est-ce que cette loi a été bonne pour l'économie, pour le bien-être, pour le PIB par habitant. Si elle n'est pas bonne, on la supprime. On est censé faire de l'évaluation, les parlementaires sont censés le faire. Mais il faut s'inspirer de ce qu'on fait dans les entreprises. Je suis désolé de revenir là-dessus, j'y crois beaucoup dans mon entreprise, y compris dans le management de la fonction publique. Il y a plein de choses qu'on fait de très très bien dans l'entreprise. Il faut transposer ces méthodes, ces best practices, ces façons de travailler. Alors, il y a quelque chose qui va bien dans notre pays, vous le décrivez, c'est l'envie de créer l'entreprise. Vous donnez des chiffres, beaucoup de jeunes ont envie de créer leur boîte. En revanche, il y a un péril, c'est la fuite des cerveaux, la fuite des talents. C'est vraiment si grave ? Oui, ça peut être grave, en effet. C'est pour ça que le pays doit rester très attractif en France et il redevient attractif. Les startups restent en France plus parce que la fiscalité est meilleure. Et ça, c'est un très très bon signe. Moi, je crois qu'il faut continuer et c'est une très bonne nouvelle que les jeunes veulent en majorité créer leur entreprise. Il y a 20 ans, ils voulaient tous être fonctionnaires. J'ai même rencontré l'ancien secrétaire de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, que tout le monde connaît, qui m'a dit « Je suis entrepreneur maintenant ». Mais c'est formidable, Jean-Claude, alors que je l'ai connu dans d'autres environnements et autres mentalités. Et vous voyez, même un Jean-Claude Mailly qui devient entrepreneur, je trouve ça formidable. Alors, et bravo. Les femmes travaillent presque autant que les hommes maintenant, le taux d'activité est presque le même, on voit beaucoup de femmes créer des entreprises, on a quand même un problème sur l'écart des salaires, on n'arrive pas à réduire cet écart entre les salaires. Oui, il faut continuer le combat, ça fait partie de ces combats, si vous voulez, qui sont compliqués, mais il faut quoi, des lois pour obliger les patrons? Comment on fait? Malheureusement, à un moment, il faut des lois, il y en a d'ailleurs, dans les conseils d'administration, etc. Il y a des pénalités. Il y a des pénalités, donc il faut continuer de façon le plus incitative possible, et malheureusement, alors là, de temps en temps, il faut mettre du coercitif quand ça traîne. Mais moi, je suis pour de la motivation, de l'incitation. Je veux dire que dans nos écoles d'ingénieurs, etc., dans l'industrie, il y a moins de femmes aussi parce qu'il y a moins de choses attractives pour les femmes dans l'industrie. Alors, on les retrouve beaucoup dans le commercial, bravo, dans la RH, formidable, dans la gestion, mais il faut génial. Qu'elles investissent aussi la production on industrielle. en a assez peu dans les ingénieurs, dans l'ingénierie, ça malheureusement. Ça vient du système de formation aussi. Ça vient de l'attraction, je pense que non. Oui, alors c'est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui sont comme nous. C'est-à-dire les fonctions industrielles sont souvent masculines. Par contre, les Scandinaves ont fait des choses incroyables et ont des parités. Souvent, ils sont assez remarquables en Finlande notamment. Donc je pense qu'il faut continuer le combat en France. Il faut continuer le combat. Le MEDEF a été assez discret pendant la bataille des retraites. Que doit-il faire aujourd'hui, sans donner de conseils à vos successeurs? Il faudrait un MEDEF un peu plus combatif. 124 000 entreprises, beaucoup de TPE. C'est de la masse. Alors moi je pense que oui, je pense qu'il faut être vigilant. Moi j'étais dans un MEDEF de combat pour la croissance et pour l'emploi. C'était pas un combat de rue négatif. Je voulais juste en effet qu'on améliore notre environnement. Je le raconte beaucoup, notre environnement économique, fiscal, autour de la simplification de la fiscalité. Vous avez gagné des batailles. On a gagné des combats. On a créé le fameux million d'emplois que j'arborais sur un pins avec courage d'ailleurs. Et maintenant il faut être défensif, juste être non, vigilant. il faut être vigilant. Il faut être très vigilant. Il faut accompagner. Moi je crois qu'il faut aussi être dans la pédagogie. Je pense que le MEDEF a un rôle de pédagogie. Le million d'emplois, moi, ça m'a permis d'expliquer aux gens que le million d'emplois, ça nous permettrait de passer de 10 à 8%. Et voilà comment on peut faire. En baissant la fiscalité. Et pourquoi il faut baisser cette fiscalité? Parce qu'on n'est pas compétitif par rapport aux autres. Il faut encore une marche. Je pense qu'il faut continuer la pédagogie et je pense que les patrons ont un rôle de pédagogie autour d'une économie que j'appelle humaine. Parce que on nous prend souvent pour des salopards, profiteurs, etc., assoiffés de dividendes. Mais non, l'immense majorité des patrons et je dirais, on veut travailler dans la durée, surtout les boîtes familiales. Et donc la finance, on entraîne les hommes et les femmes. Il faut qu'on parle. Eh bien, votre pédagogie est enthousiasmante. Enthousiasmez-vous, Pierre Gattaz, aux éditions du Rocher. Alors, si on ne devient pas entrepreneur après vous avoir lu, c'est que vraiment on n'est pas fait pour ça. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci bien.